La parole est au président Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe RDP pour 10 minutes. Madame la ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, nécessaire, la laïcité plus que jamais nécessaire, dans un temps marqué par le retour du fait religieux sous des formes extrêmes. Ce texte, on l'a dit, porte sur un point particulier, la neutralité dans les structures accueillant la petite enfance. Il a déjà été voté par le Sénat et il l'a été de manière consensuelle. En effet, la laïcité que nous défendons est une laïcité de consensus et de concorde. Elle n'est nullement une laïcité de conflit ou de combat. Elle vise à réunir, non à diviser. Les radicaux ont toujours agi dans ce sens. Ils l'ont fait avec Paul Bert, avec Ferdinand Buisson, qui a contribué à préparer la loi de 1905 comme président de la commission des lois, avec Herriot, avec Jean Zay, homme de mesure et de raison. Pour eux, la République laïque n'est pas anti-religieuse, elle se veut seulement indépendante des religions. Elle respecte toutes les croyances, elle garantit le libre exercice des cultes, mais elle n'en reconnaît aucun. C'est précisément cette neutralité de l'État entre les diverses religions qui permet leur coexistence harmonieuse dans la même nation. Cette éthique gagne à s'appliquer dès le jeune âge, car elle présente deux avantages principaux. D'abord, elle constitue un principe de liberté, liberté de pensée, liberté de conscience, qui est très importante pour des enfants, c'est-à-dire pour des êtres en éveil et en formation. Dans son discours de 1850 contre la loi Fallou, qui organisait le contrôle du clergé sur l'enseignement, Victor Hugo, alors député, défendait ce qu'il appelait le droit de l'enfant, c'est-à-dire le droit à l'autonomie de jugement sans emprise extérieure. À son tour, en 1882, Jules Ferry demande aux instituteurs de respecter cette chose délicate et sacrée qu'est la conscience de l'enfant. Comme le souligne aujourd'hui la Charte de la laïcité à l'école de 2013, celle-ci permet aux élèves, je cite, de forger leur personnalité, d'exercer leur libre arbitre. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Vu leur jeune âge, en effet, les enfants sont particulièrement influençables, voire vulnérables, d'où la nécessité de protéger leur liberté de conscience naissante. L'enfant doit pouvoir se construire librement, progressivement, et commencer à penser par lui-même. Principe de liberté. La laïcité est aussi un principe de fraternité. L'école de la République, c'est l'école de tous. Elle accueille sur les mêmes bancs tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur conviction, leur confession, qu'ils s'appellent Christian, David ou Karim. Elle leur permet de vivre ensemble dans la fraternité, par-delà leurs différentes appartenances confessionnelles. La laïcité réunit et rassemble, elle fédère, elle renforce l'unité de la République. Ce qui est souhaitable à l'école primaire l'est aussi à la crèche pour les plus jeunes. Mais dans ce secteur, les règles sont complexes, voire fluctuantes, étant essentiellement d'origine jurisprudentielle. Elles doivent donc être clarifiées ou stabilisées par la loi pour régir désormais sans incertitude juridique le secteur de la petite enfance. Le Conseil d'État l'a indiqué dans plusieurs arrêts, les agents publics, proprement dit, sont soumis, je cite le Conseil, à un devoir de stricte neutralité. Ce devoir, précise le Conseil d'État dans un arrêt du 3 mai 2000, fait obstacle, je le cite là encore, à ce qu'ils manifestent dans l'exercice de leurs fonctions leurs croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer leur appartenance à une religion. Deux progrès apparaissent dans la jurisprudence récente. D'une part, après le Conseil d'État, qui l'avait déjà fait implicitement, à son tour, la Cour de cassation a pour la première fois étendu le champ d'application du principe de laïcité à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
de tels organismes, dès lors qu'ils sont chargés d'une mission de service public, voient leurs salariés astreints à une obligation de neutralité. C'est l'arrêt cité d'ailleurs tout à l'heure, CPAM de Seine-Saint-Denis, rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2013, qui dit, en parlant des agents des CPAM, ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques du fait qu'ils participent à une mission de service public, laquelle leur interdit notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Le troisième alinéa de l'article 1er, tel qu'il va être amendé, vise à inscrire dans la loi cette disposition, et l'alinéa suivant concerne pour sa part les structures privées d'accueil de la petite enfance n'exerçant pas une mission de service public stricto sensu. Dans ce cas-là, l'arrêt de la Cour de cassation déjà cité, l'arrêt de l'Assemblée plénière du 25 juin 2014, dans l'affaire de l'association Babylou, permet que des restrictions soient imposées à la liberté du personnel de manifester ses convictions religieuses, ces restrictions devant figurer dans le règlement intérieur ou une note de service. L'Assemblée plénière a donné finalement gain de cause à l'association Babylou, mais comme l'a dit très justement le rapporteur, des décisions de ce type n'engagent pas définitivement. Les cours suprêmes peuvent toujours changer d'avis, changer de position, et par ailleurs, même si la Cour de cassation, pour sa part, a pris une position particulière, les cours d'appel et les tribunaux ne sont pas tenus de se conformer à cette position. C'est-à-dire, comme le disait le président Guy Canivet, la jurisprudence est souvent portée aux arabesques, loin de la ligne droite. Et un autre juriste disait, la jurisprudence avance en dents de scie. Pour que Babylou obtienne gain de cause, il a fallu 5 décisions judiciaires successives et parfois contradictoires. Et comme de surcroît, M. Tourret le disait, la décision rendue par l'Assemblée plénière est un arrêt d'espèce, il est indispensable de transcrire dans la loi cette décision pour assurer sa stabilité et sa pérennité. C'est donc un des objets principaux de cette loi. Je voudrais terminer en disant que, à ceux qui s'interrogent sur la nécessité de légiférer, on rappellera les propos tenus par le chef de l'État lui-même, juste après l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2013, qui désavouait Babylou. Le président de la République disait « Je pense que la loi doit intervenir, il faut que nous posions des règles ». De même, Madame Vallaud-Belkacem, alors porte-parole, avait déclaré « Le principe de laïcité ne doit pas s'arrêter à la porte des crèches », en ajoutant que le gouvernement n'excluait pas de préciser les choses par la loi. Et de même, le défenseur des droits, Dominique Baudis, avait dit en mars 2013 « Je demande une clarification législative, on ne peut laisser les gens dans l'incertitude ». Alors certes, la décision de 2014 intervenue après a donné gain de cause à Babylou, mais rien ne garantit, je le disais, la continuité, la constance, l'immutabilité de cette décision de justice et en tout cas plutôt de cette jurisprudence. Je terminerai véritablement cette fois-ci en disant qu'il s'agit essentiellement de permettre le vivre ensemble. La crèche est généralement un lieu où se côtoient des enfants de toutes les origines, venant de familles diverses et de religions différentes. La neutralité s'impose pour ne heurter aucun d'eux et permettre la coexistence harmonieuse de tous dans la même structure. La force intégratrice de la laïcité est déterminante face à la montée des communautarismes fondés sur l'origine ou sur la confession. À la limite, ce différentialisme pourrait fragmenter la collectivité nationale en entités particulières, distinctes et séparées les unes des autres. Le risque, ce serait une république éclatée, déstructurée, où l'on perdrait le sens d'une appartenance collective. Face à ce risque, le meilleur antidote, c'est la laïcité qui réunit, qui rassemble, qui fédère, par-delà les différences. La République laïque s'oppose à tout ce qui divise, à tout ce qui sépare. Elle est facteur de cohésion et d'unité, quelle que soit l'origine, la croyance ou la culture. Nos concitoyens veulent une société apaisée, une société de confiance et de tolérance,
Tout cela se joue dès le début, dès le jeune âge. Les enfants sont en première ligne avec leur fraternité spontanée, avec leur solidarité naturelle, dans des structures d'accueil qui permettent ce que Pierre Mendès France appelait l'apprentissage en commun de la vie commune, avec demain pour perspective un respect mutuel, un destin de concorde, un espoir partagé. Merci, Monsieur le Président Schwarzenberg.